l'idée de ce webinaire, donc on en organise un une fois par mois en partenariat avec Smart Invest. Et puis chaque mois, on a un invité qui vient nous présenter sa thématique du moment. Donc là, en l'occurrence, cette semaine, ce mois-ci, ça sera Jérémy Rouzeau de Kianeos Asset Management. On va commencer peut-être par se présenter tous, comme ça sera la manière la plus simple de faire. Alors voilà, hop là, voilà. Ça, c'est notre petit ordre du jour. On va donc on va planter un petit peu le cadre et puis ensuite derrière, Jérémy nous présentera un peu plus dans le détail ces deux SCPI qui proposent actuellement sur le marché, avec la troisième peut-être la toute dernière. On fera après un petit focus sur la thématique de la durabilité dans les SCPI. On a quelques écrans à vous proposer pour implanter un petit peu tout ce cadre-là. Et puis derrière, on verra avec Léonard comment passer de la simulation à l'action avec sa plateforme Smart Invest pour faire les investissements. Jérémy, je te laisse peut-être te présenter, ça sera le plus simple. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, Jérémy Rouzeau, j'ai créé une société de gestion qui s'appelle Kianeos Asset Management. L'idée, c'est qu'à la base, moi, je suis un financier. Hein, mon métier, ça a toujours été d'investir de l'argent. Et il y a 4-5 ans, après avoir travaillé à Londres et à Paris, je suis retourné vivre dans le sud-est de la France. Je faisais des allers-retours de Paris où j'avais toujours un boulot. Et donc, du coup, j'ai fait quelques petits investissements locatifs. Donc, j'ai acheté des petits immeubles de rapport, puisque en province, l'immobilier n'est pas cher et j'avais encore le salaire de Parisien. Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens étaient très mal logés en France. Et en regardant un peu les chiffres, j'ai vu un constat qui est assez simple. Vous avez une grosse moitié de propriétaires en France qui est à peu près les gens les plus riches, donc qui arrivent à se loger à peu près correctement. Et vous avez un petit quart de logements sociaux, qui sont les gens les plus pauvres, mais qui bénéficient des obligations des bailleurs sociaux. Et vous avez donc le troisième quartile de la population, qui sont des gens qui gagnent, d'après l'INSEE, entre 1200 et 1700 euros par mois. Et c'est vrai, c'est assez représentatif de nos locataires, qui, eux, sont très mal logés par des propriétaires bailleurs peu scrupuleux. Donc je me suis dit, il y a ces gens qui sont mal logés, il y a beaucoup d'argent dans le monde de la finance, on va essayer de faire un lien entre les deux. On crée une société de gestion qui collecte de l'argent, puisque les SCPI collectent beaucoup. Avec cet argent, on achète des immeubles, on fait des travaux de rénovation et on loue. Et comme on est dans des villes de province où personne n'investit, du coup, on a, en plus de cet aspect rénovation, on a un bon rendement financier. Voilà. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, merci. Moi, je vais me présenter à mon tour. Donc, Marc Sartori, je suis le président du cabinet Deep Invest. On est un cabinet d'analyse financière et immobilière. On est dédié au marché des SCPI. Notre particularité, donc, c'est qu'on est à la fois fintech et en même temps, comme on ne vend pas de part de SCPI, on apporte de l'analyse un peu plus approfondie que ce qui peut être disponible sur le marché. On va référencer dans nos bases de données un peu plus on est maintenant à 200 SCPI, mais il y en a 168 qu'on peut effectivement scorer et analyser. On a développé en fait deux algorithmes, les Deep Index, un qui est sur la partie sur la performance financière et un autre qui est sur la performance durable et qui permettent chacun d'appréhender mieux les fonds SCPI, comment est-ce qu'ils sont construits, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Voilà, et ça va être une partie de l'objet de notre discussion du jour. Léonard, je te laisse te Oui, présenter. merci Marc. Bonjour à tous. Donc Léonard de Tilly, je suis le fondateur d'une fintech qui existe depuis 8 ans maintenant, qui s'appelle Fund Shop. On est éditeur de logiciels à destination des acteurs de la distribution de produits d'épargne et de la gestion de patrimoine. On a développé plusieurs solutions technologiques. La première qui permet de livrer, de proposer les parcours de conformité précontractuelle du devoir du CIF et de l'IA, hein, donc de l'entrée en relation jusqu'à la préconisation, en passant évidemment par toutes les étapes obligatoires que les professionnels de la gestion de patrimoine connaissent bien, hein, donc avec l'édition de tous les documents, le séquencement des validations. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique permet de générer des dossiers de souscription
en architecture ouverte sur un certain nombre de produits. Et typiquement, on parle de produits d'assurance vie, contrat de CAPI, PER et SCPI. Donc, on a paramétré les dossiers de souscription d'un certain nombre de fournisseurs. Alors, on n'est pas exhaustif, mais on a plusieurs fournisseurs avec lesquels on travaille. Et depuis la plateforme, avec les données que vous avez récupérées depuis les parcours de conformité, y compris le questionnaire de connaissance client, ça permet d'alimenter les dossiers sans avoir à ressaisir et pousser les données aux fournisseurs pour que toute la chaîne, il y ait le moins de rupture possible dans la chaîne. Et enfin, on a une troisième brique qui est un peu la brique historique de FunShop, qui est un moteur d'allocation de portefeuille, répartition des actifs au sein des enveloppes fiscales qui sont référencées dans nos outils, avec à la fois du conseil un aide pour construire les propositions et les allocations au départ, et pour les suivre dans le temps avec un certain nombre de fonctionnalités qui vont générer des alertes, des recommandations, instruire des arbitrages lorsqu'ils sont validés par le conseiller et son client, et un certain nombre de services de reporting et d'attribution de performance. Voilà pour moi. Merci. Ok, merci Léonard. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'était d'essayer de voir et de comprendre ce que c'était qu'une SCPI durable. Alors, Jérémy va nous faire une présentation de comment il décline cette durabilité dans son métier de tous les jours et dans son approche d'investissement. L'idée, nous, c'est de dire que déjà, premier élément de base, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle, parce que sinon, ça serait trop simple. Donc, il y a des périmètres qui sont variables en fonction de l'approche, et c'est vraiment les gestionnaires, chaque gestionnaire de fonds qui va décliner en fait son approche de durabilité. Après, et ça se retrouve dans l'ensemble du marché, c'est-à-dire que vous allez avoir, il y a quelques repères qui peuvent exister, comme par exemple la labellisation ISR IMO, mais là encore, ce sont des approches qui sont extrêmement variables et qui dépendent évidemment de l'approche qui est retenue par le gestionnaire de fonds. Et donc vous, en tant que gestionnaire de patrimoine, eh bien, l'idée, c'est que vous ayez des moyens pour appréhender, de ne pas se restreindre à la label ISR IMO, parce qu'en soi, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga sur cette approche-là, et puis de comprendre aussi comment certains peuvent l'utiliser sans être labellisés, ce qui est le cas de l'ensemble des fonds Kianeos, de voir comment est-ce qu'on peut avoir une approche à la fois rentable et durable. Et je pense que je vais te passer la parole, Jérémy, puisque ça va être un peu toute ta présentation. Je passe les slides si tu veux, ça sera le plus simple, et puis comme ça, tu me donnes le top. Ouais, c'est parfait. Allez, à toi de jouer. Alors, donc du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc Kianeo, c'est une jeune société de gestion qui date de 2018. On n'est pas backé par un groupe d'assurance ou un groupe bancaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on va le voir, une société qui, je pense, est très atypique dans le monde des SCPI. Alors déjà parce qu'on fait du résidentiel, après parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, on n'a pas de grand groupe derrière nous. Et donc, voilà, moi, je suis le président fondateur, c'est ma société. Et donc, la plus grande spécificité, c'est qu'effectivement, on ne l'a pas créé dans l'idée de se dire, tiens, il y a une opportunité d'investissement ou une stratégie qu'on avait envie d'implémenter. On l'a surtout créé parce qu'on avait envie de rénover ce parc immobilier. Alors, bien évidemment, on ne l'aurait pas fait si c'était pour distribuer 2% de rendement, parce que je pense qu'on n'aurait rien collecté et du coup, on n'aurait rien rénové. Mais voilà, l'objectif était triple. On va y revenir plus tard. Donc, c'est une société qui connaît une très forte croissance. On était 3 en 2018, et en 2018, on n'a rien collecté du tout, parce qu'il fallait faire ses preuves, c'est normal. Courant 2019, on est monté à 6 salariés. Courant 2020, on est monté à 12 salariés. Et au moment où je vous parle, on est 26. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 26, il y a 11 personnes, donc vous voyez, entre un tiers et la moitié, quoi, vraiment, 40%, qui sont des gens qui s'occupent des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas beaucoup de financiers. Chez Kianeos, on a surtout des gens qui savent gérer des travaux. On ressemble quasiment à une société de BTP, en fait, plus qu'à une société financière. Donc, il y a un organe financier. D'ailleurs, c'est moi principalement. Il y a un back-office. Enfin, je veux dire, on a tout comme une société de gestion. Mais nos ressources sont principalement des gens qui font des travaux. Voilà. Et donc, on fait des travaux sur 4 zones. Alors, le sud-est, il y a noté Avignon. Mais alors ça, c'est ma zone. Et du coup, c'est la plus grosse. Je vais de Narbonne à Toulon et de Aix-en-Provence à Dijon. Donc, c'est un large quart sud-est.
Il y a donc le sud-ouest tout autour de Toulouse. Le nord, ça démarre, mais en fait, c'est tout ce qui est au nord de Paris, on va dire. Et donc, il y a aussi au sud de l'Île-de-France une zone où ça se passe très bien entre Tours, Orléans et Auxerre. On a plusieurs véhicules. On a une SCPI de rendement qui est Neosphere, qui est un peu ce qu'on pourrait appeler un flagship, qui en termes d'actifs, y compris la dette, on a 200 millions d'actifs investis, avec une dette qui est autour de 30%, ce qui est notre cible. On a un OPCI qui est support de contrats d'assurance vie, mais de très peu de contrats d'assurance vie qui ont accepté de nous référencer. Et là, on avait envie de faire un OPCI parce qu'on pense que le résidentiel, c'est une classe d'actifs très défensive. Donc, ça permettait d'avoir un OPCI très défensif avec une faible volatilité. Donc, pour ceux qui cherchent des alternatives au fonds en euros en faisant 4% par an, vous pouvez jeter un œil sur notre OPCI. Et après, surtout, on a cette SCPI fiscale qui est là, peut-être, je ne dirais pas que c'est le fonds qui nous tient le plus à cœur parce que tous les fonds nous intéressent, mais c'est celle sur laquelle on fait le plus de travaux. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est que sur Kianeosphere, et donc, du coup, on n'est même plus dans une logique de se dire, regardons la performance énergétique avant et après. On est dans une autre méthode de calcul qui est de dire, on a apporté des nouveaux logements sur le marché, puisque aujourd'hui, ils n'étaient pas habitables, c'était des ruines laissées à l'abandon, mais sans avoir le coût environnemental de la construction. Et ça, alors, il y a le coût environnemental du second œuvre, mais pas le coût environnemental du gros œuvre. Et ça, c'est vrai que ça se chiffre vite en dizaines, voire centaines de tonnes de CO2. Donc, ça donne des résultats en termes environnementaux qui sont assez impressionnants. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante, qui est un peu là. Voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est de dire que la stratégie d'investissement, donc, elle est basée sur 3 aspects. C'est ce que je disais, il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a un objectif donc, de proposer le couple risque-rendement de l'immobilier résidentiel en province, voilà, aux investisseurs. Et on pense que c'est un couple risque-rendement qui est très intéressant. En fait, on pense que le risque est très faible. On l'a vu pendant le Covid. On n'a pas eu de problème alors que les commerces et les bureaux en ont eu. Donc, on pense en termes de classe d'actifs, on est moins risqué, même si on est en province. Le résidentiel, je pense, c'est notre avis. Hein, on pense que c'est moins risqué que les commerces et les bureaux. Mais c'est des actifs qui sont très fortement illiquides. Donc, du coup, en fait, on a un rendement qui est élevé du fait d'une prime d'illiquidité. Donc, l'illiquidité, en fait, c'est juste de dire qu'on est les seuls à acheter. Donc, typiquement, dans une ville de 30 000 habitants, quand vous avez un bloc, un immeuble à vendre à 1 million d'euros, du coup, à part nous, il n'y a pas grand monde pour l'acheter. Donc, du coup, on arrive à fortement négocier les prix. C'est pour ça qu'on a un rendement qui est élevé, d'une part. Et d'autre part, parce que, comme je disais, on ne délègue pas toute la partie travaux, c'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes toute la maîtrise d'œuvre. Après, on a des prestataires, plombiers, électriciens, peintres et tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, toute la maîtrise d'œuvre est internalisée. Et ça aussi, c'est des économies d'échelle qui sont, enfin, des économies de coûts qui sont très importantes, puisque du coup, on marge quasiment pas sur la maîtrise d'œuvre, alors que normalement, c'est des métiers qui coûtent cher. Voilà. Et donc, comme je le disais, sur Kianeosphere, alors, on a trop de lots, et la réforme du DPE nous coûtait trop cher pour faire le suivi des économies de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Mais en tout cas, les dernières fois où on l'a fait, on était à peu près là-dessus. On réduisait d'un tiers la consommation d'énergie et de moitié les émissions de gaz à effet de serre, avec des travaux très simples. Nous, vraiment, le core business de Kianeosphere, c'est de faire du second œuvre, c'est-à-dire isolation des murs périphériques, installation de pompes à chaleur, système de ventilation, double vitrage, bien évidemment, isolation des combles, isolation par-dessous aussi quand on peut. Isolation sous-face, hein, j'entends. Voilà. Et donc, du coup, on a aussi cet objectif de confort du locataire. Donc, on fait des travaux, on essaye d'aménager des salles de bain un peu sympas, des cuisines équipées, enfin, voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est Kianeosphere. Kianeos de Normandie, donc je disais, c'est des travaux de gros œuvres. Et là, encore une fois, on a un rendement. En fait, on a un rendement, si vous réfléchissez pour vos investisseurs en rendement net d'impôt. Alors, je sais qu'en SCPI, en général, on ne réfléchit pas comme ça, mais il n'empêche que je pense que ça vaut le coup de le faire. Vous voyez, Kianeosphere, on distribue 6% depuis la création. D'ailleurs, dans les trimestres à venir, je pense que ça sera un peu moins. On a pas mal communiqué là-dessus sur le BT. Mais donc, la plupart de vos clients vont être imposés quasiment à 50%. Ils vont la rester entre 3 et 3,5%.
À l'inverse, sur de Normandie, on va distribuer que 4. Donc, du coup, il resterait peut-être que 2 ou 2,5. Mais ils ont aussi 2% de réduction d'impôt. Donc, en fait, du coup, si vous rajoutez 2,5 plus la réduction d'impôt qui elle-même est nette d'impôt, ça vous le savez mieux que moi, vous êtes meilleur que moi en fiscalité. En fait, vous vous rendez compte que la SCPI Kianéos de Normandie sera, je pense, la SCPI qui aura la meilleure performance financière nette d'impôt des années à venir. Je pense, j'en suis pas sûr, mais c'est mon avis. Et dans le même temps, on arrive effectivement à faire des travaux de rénovation. Alors là, du coup, Marc, si tu as rajouté une slide avec les photos, je suis preneur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non. Sur les travaux, j'ai dû Tu rajouter m'as pas dit que tu celle-là. avais rajouté le truc que j'avais envoyé hier? Si, mais pas tout, en fait. Tu Ah, m'avais dit d'accord. 2,48, donc il doit me manquer celle-là. Ah non, c'est pas ça que je te demandais. Hier, j'ai envoyé des. Je peux partager mon écran une seconde ou c'est Ah, compliqué? bah oui, oui, bien sûr. De rénovation sur Canals de Normandie. C'est ça, Marc, que je disais que j'avais envoyé hier. D'accord. Voilà, donc on a acheté 4 maisons mitoyennes, un petit village, enfin une petite ville, c'est pas du tout un village d'ailleurs, une petite ville qui fait un peu plus de 30 000 habitants au sud d'Avignon. On a payé 235 000 euros, plus 15 000 euros de frais de notaire, à peu près 250 000 euros, et on évaluait à peu près le même montant de travaux. Donc du coup, si on avait des biens que comme ça dans la SCPI Caneos-Pierre, on aurait un rendement, on pourrait distribuer un peu plus de 4,5% de rendement. Pardon, donc Caneos de Normandie. Donc je vous dis, c'était largement en ligne, puisque sur Caneos de Normandie, on a un objectif de distribution de 4%. Donc voilà ce qu'on a acheté. Donc, quand je vous parle de ruine, c'est complètement une ruine. Et encore, du coup, quand vous voyez ces photos, il y avait déjà du terrassement qui avait été fait. Mais par contre, là, voilà, les escaliers, ça ressemblait à ça, quoi. Les escaliers, les salles de bain, enfin voilà, et la façade. Et donc, du coup, là, on a fini les travaux de rénovation. Donc, au total, ça nous a coûté 510 000 euros. Donc, on était plutôt sur la fourchette haute. Et voilà ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà. Donc on a cassé les planchers pour réaménager la disposition, les escaliers pour réaménager la disposition des pièces. On a refait toute l'isolation, on a refait toutes les salles de bain, on a refait toute la plomberie, on a tout refait. On a gardé 4 murs. Donc là, vous voyez qu'on installe des pompes à chaleur partout. Les photos sont même pas trop à notre avantage parce que c'était un jour où il faisait moche et il avait plu. D'ailleurs, vous le voyez sur la façade qu'il y a des traces d'eau parce qu'il avait plu. Façade à la chaux, évidemment, parce qu'on est en zone ABF. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, ça, c'est le DPO moyen des maisons. C'est-à-dire, on a fait la moyenne pondérée par les mètres carrés sur les 4 maisons. En fait, il y en avait qui étaient F, il y en avait qui étaient G. Et toutes, elles sont devenues entre A et B. Et donc, en moyenne, on est A. Et ça, c'est impressionnant parce que vous voyez que même du neuf aujourd'hui a rarement un tel niveau de performance énergétique. Alors, il y a du neuf qui est passif, très bien. Mais là, c'est des niveaux de performance énergétique sans production d'énergie renouvelable. C'est-à-dire on n'a pas eu le droit de mettre un panneau photovoltaïque sur le toit parce que les ABF ont bien évidemment refusé. Donc, sans production d'énergie renouvelable, avoir un tel niveau de performance énergétique, je ne suis même pas sûr que du neuf puisse avoir. Donc, pour vous donner quelques chiffres, vous voyez, en termes de kilowattheure, on a 67 mégawattheures d'économie. Alors, c'est des mégawattheures, enfin 67 mégawattheures, 67 000 kilowattheures. Donc, c'est de l'énergie primaire, c'est celle qui est utilisée dans le DPE. Et donc, ça représenterait des économies de 3 700 euros par an pour les 4 maisons. Ou 4,6 tonnes de CO2 par an. Alors, 4,6 tonnes de CO2, on vous a mis en comparatif une voiture, ça émet à peu près 1,8 tonnes de CO2 par an si vous faites 15 000 km par an. Je crois que c'est la moyenne. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de regarder le bilan carbone, c'est-à-dire de dire, on a fait 4 nouveaux logements sans subir le coût environnemental de la construction, c'est ce que je vous disais au début. Et donc, du coup, on peut se dire, quand on construit une maison neuve, les émissions de CO2, c'est à peu près 1 tonne de CO2 par mètre carré. Alors, il y a des gens qui disent 800 kg, des gens qui disent 1 tonne 2. C'est pas important. C'est juste à peu près 1 tonne. Et donc, après, la moitié est liée aux gros œuvres. Il y a des gens qui disent que c'est un tiers. Je pense que c'est le lobby du béton qui dit que c'est un tiers, mais je pense que c'est pas la vérité. Je pense que la vérité, c'est la moitié, peut-être même plus que la moitié. Mais ça, du coup, c'est des chiffres qui sont disponibles dans tous les bureaux d'études. Enfin, moi, j'ai beaucoup échangé avec des bureaux d'études pour essayer de m'améliorer là-dessus. Du coup, ça veut dire que si, au lieu de rénover, on avait détruit et reconstruit, du coup, on aurait émis 100 tonnes de CO2 de plus. Et je peux vous dire qu'à part Caneos, il n'y a personne d'autre qui aurait rénové ça. Les gens, ils auraient détruit et reconstruit.
parce qu'ils auraient pu faire un collectif, parce que ça aurait été plus rentable, parce qu'ils auraient pu faire du Pinel, parce que 36 000 trucs. Mais le passage de ça à ça, je pense qu'à part nous, il n'y a pas grand monde qui le fait. Alors, votre particularité, donc nous, on va essayer de prendre un peu un champ global pour montrer, alors au travers des outils qu'on met à disposition, mais ça permet aussi de repositionner Kianeos dans son environnement et dans son marché, parce que le marché des SCPI, c'est un marché où il y a des très gros mastodontes, il y a des plus petits intervenants comme toi, tu peux le faire. Et qui ont chacun une approche différente. Et c'est ça qui est intéressant pour les gestionnaires de patrimoine, c'est d'aller chercher, en fait en fonction des besoins de leurs clients, d'aller chercher différents supports de manière à ce que vous puissiez être en mesure d'aller récupérer cette info et de la présenter à vos clients. Alors l'idée, donc là, nous on va vous présenter avec les outils qu'on a disponibles. Je vais vous présenter ça. Ce sont les dernières évolutions et ce sont les derniers chiffres de marché. On va repartir un peu plus dans la finance, mais ça va nous permettre, par des biais détournés, de revenir dans la partie durabilité. Nous, en fait, alors ça, c'est un de nos outils qu'on met à disposition sur ce qu'on appelle le baromètre en version, là, c'est dans sa version trimestrielle, qui permet de caractériser le marché, qui confirme qu'il y a toujours une grosse collecte qui est réalisée sur le marché actuellement, que le Covid finalement n'a pas pénalisé, et c'est ce que tu te faisais écho, qu'il y avait toujours du financement qui arrivait sur le marché. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, au niveau des acteurs, il y a les très gros acteurs qu'on connaît. Pour la première fois, quand même, depuis 2021, il y a une SCPI qui a plus de 4 milliards de capitalisation. Alors, il faut noter quand même que c'est la fusion de plusieurs SCPI entre elles, puisque sinon, les premières, c'était Decimo et Primovi jusque-là. Mais la collecte continue toujours à fonctionner très fort. Et si on regarde un peu plus dans le détail, en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette approche de durabilité, on a sorti un écran spécifique sur ça parce qu'on avait beaucoup de questions de CGP. Alors, je vais faire un petit focus sur Kianeos, sur les derniers éléments de marché pour Kianeos sur le dernier trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on voit globalement, c'est que la collecte se déroule bien. Ça confirme ce que tu viens de dire. Et puis, on va dire aussi que le second marché, si la collecte se passe bien sur une SCPI récente, évidemment, ça conforte l'idée que le second marché se passe normalement. Donc, il n'y a pas vraiment d'informations spécifiques là-dessus. Ce n'est pas le cas de toutes les SCPI. Parce qu'avec notre outil, vous allez avoir accès à l'ensemble des informations sur tous les fonds. Si je prends par exemple d'autres SCPI du marché, comme par exemple Crédit Mutuel Pierre, vous voyez, on était sur des délais de cession de parts qui étaient à plus de 26 mois au premier trimestre, qui ont quand même très fortement réduit, puisque là, on arrive à être à 7 mois. Donc, on est sur un marché qui globalement se positionne bien, mais faut faire attention, et c'est ça votre boulot de gestionnaire de patrimoine, c'est d'aller chercher les SCPI qui vont correspondre aux besoins et aux attentes de vos clients, parce que derrière, vous pouvez toujours avoir quelques surprises en termes de comportement sur les fonds. Alors, on va faire, je sais que ce n'est pas ta tasse de thé, le label ISR, mais on est quand même obligé d'en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de se généraliser sur le marché. Alors là, on a eu les deux dernières qui sont à Trimotel et Corum Dorion, donc maintenant on est à 13 fonds qui sont labellisés ISR. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose, puisque au sein de ces fonds qui représentent maintenant un peu plus de 9 milliards par rapport à un marché de presque 70, donc on est un peu plus de... Alors ça, c'est les chiffres à la fin 2020, donc on est à 13% du marché. Une fois qu'on a dit ça, en fait, à l'intérieur de ces fonds qui sont labellisés, donc Kianeos a décidé de ne pas être dedans, mais pour ceux qui sont dedans, il y a un vrai, même pour ceux qui sont dedans, il y a des vrais écarts qui existent, puisque entre Hirokozen, qui va être à, je crois, sa 10e ligne patrimoniale et qui achète essentiellement du neuf, on va avoir Novaxia qui va décider plutôt de rénover de l'existant. Et voilà, on a vraiment à l'intérieur de ces labellisés des écarts qui sont extrêmement importants, et c'est la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit que c'est labellisé, en fait, vous n'avez pas dit grand-chose à votre client, et vous avez intérêt à aller un peu plus précisément et un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qui est comment se comportent les fonds. C'est ce que tu nous as présenté au travers
de ta présentation, c'est-à-dire quelles sont les stratégies qui sont mises en place par les gérants. Alors comme c'est toujours un peu compliqué, et c'est là où nous, on a, avec notre approche algorithmique, on arrive à avoir une vraie valeur ajoutée, puisqu'en fait, derrière, en fait, on va analyser, on va scorer l'intégralité des fonds sur le marché. Alors, c'est représenté par la partie verticale sur le fond. C'est-à-dire qu'en horizontal, vous avez la performance financière et en vertical, vous avez la performance durable. Et donc, vous voyez que en fait, avec les deux notations qui sont obtenues, ça permet de caractériser le marché et ensuite d'aller voir dans le détail, puisque nous, on a une approche ESG sur notre algorithme, qui va donc environnemental, social, gouvernance, et aussi risque par rapport au patrimoine. Et en fait, c'est par rapport à l'ensemble de ces éléments que vous allez pouvoir affiner la recherche que vous faites sur l'ensemble des fonds. L'idée, c'est pas forcément de prendre les 5 premières, parce que c'est pas parce qu'elles sont là qu'elles sont forcément très bonnes. Il faut regarder dans le détail et sans avoir forcément à plonger dans l'ensemble des rapports annuels ou dans l'ensemble des informations qui sont fournies par les maisons de gestion pour comprendre comment est-ce qu'ils sont positionnés et les grands axes. Et c'est aussi à ça que sert notre outil, c'est-à-dire qu'en fait, sur la partie durabilité, vous allez avoir à chaque fois de caractériser les points forts et les points faibles pour chacun des fonds. Là, j'ai fait un focus par exemple sur Kianeos, qui est la première de notre scoring. On va aller regarder par des éléments sur la structure de la gouvernance. On va aller regarder sur soit le patrimoine s'il est labellisé ou s'il est certifié, ou quelles sont ses performances s'il est ni labellisé ni certifié, quelles sont ses performances énergétiques, et c'est là où c'est là où ça prend toute son importance d'avoir ces fameuses lignes patrimoniales, parce que derrière, ça va pouvoir mettre en évidence la performance des uns par rapport aux autres. Et c'est cette structuration-là qui permet vraiment d'avoir une approche un peu plus fine et de pouvoir remplir votre devoir de conseil à vous, gestionnaire de patrimoine. Et puis, comme vous avez des clients et que globalement, la durabilité, ça ne va pas toujours être leur principale problématique, on a aussi notre dernier outil, et je vais vous le présenter par cet intermédiaire-là, là, on a en fait un outil d'allocation de portefeuille qui va vous permettre de backtester les performances des fonds, de tous les fonds SCPI du marché. Et en fait, au travers de cet outil, ça vous permet de mettre en évidence, alors Kianeos n'a pas encore 5 ans d'existence, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le backtester sur 5 ans, mais on a les derniers éléments sur les 8 dernières années. Ça, c'est une rentabilité brute de frais d'acquisition et brute de fiscalité de vos clients. Et donc, vous voyez, ça, on a mis, alors, c'est les 3 premiers de notre scoring durable. Et c'est là où c'est intéressant de regarder le comportement. Vous pouvez rajouter ensuite n'importe quel fonds à cette simulation. Donc, si par exemple, je vais prendre ce que tout le monde a plus ou moins en tête, si je prends par exemple du Quorum Origin, parce qu'on a un petit peu d'historique là-dessus, je vais dire que je vais investir 15 000 euros. Voilà. Et une fois que j'ai dit ça, et une fois que j'ai fait cette simulation-là, ça me permet de comparer en fait les performances des fonds les uns par rapport aux autres. Alors évidemment, j'ai les SRRI, mais ça, par exemple, sur 8 années, on voit qu'il y a des écarts entre, par exemple, LF Grand Paris Patrimoine, qui est labellisé ISR et qui est le deuxième de notre performance durable. Ça, c'est la performance sur 8 ans, donc Cycloïd 48, on est à presque 7% ici, et là, on est à un petit peu moins de 4x32, 5x40, on est à un peu plus de 6% ici. Ça, ce sont les performances brutes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre et de voir comment est générée cette rentabilité du fonds. Parce que c'est là aussi où on va pouvoir voir des choses apparaître. Par exemple, vous voyez que Quorum Origin, c'est leur démarche de fonds, c'est-à-dire que c'est beaucoup de dividendes qui sont distribués, et parce que là, c'est brut de frais, mais si vous déduisez les frais d'acquisition, globalement, il n'y a pas beaucoup de réévaluation de valeur de part à attendre, c'est-à-dire que la plus-value latente dans le fonds n'est pas forcément mise en évidence. Voilà, donc ça, c'est les informations qui sont intéressantes et importantes pour vous. Alors, vous pouvez évidemment éditer des rapports de tout ça, mais ça permet de vraiment cerner le bien, comment est-ce qu'il est construit. Et puis, pour terminer sur ce volet un peu informatif sur la partie durabilité, vous avez aussi la possibilité, durabilité et rentabilité, vous avez aussi la possibilité, et c'est ce qu'on fait en focus quand on a nos focus à l'année. Vous allez avoir nos portraits robots pour tous les fonds du marché. Alors, j'avais fait un petit focus tout à l'heure, là, c'était sur la partie
sur Kianeos au trimestre. Mais si je prends des fonds qui existent sur le marché depuis un moment pour voir un peu l'évolution de leur performance, alors je vais quand même parler de Kianeos parce que tu es là et il n'y a pas de raison que j'en parle pas. Voilà. Là, vous allez avoir l'emprise patrimoniale du patrimoine qui est fait, donc qui est géolocalisé à la rue. Ça vous permet en un coup d'œil de voir les emprises patrimoniales de chacun des fonds. Alors, ce n'est pas pondéré par les valeurs, mais c'est en nombre. Donc, ça permet de voir les emprises. Et puis, vous avez aussi toujours une évaluation, et c'est là où c'est intéressant aussi, de voir une comparaison entre les valeurs comptables et les valeurs de réalisation. Ça permet de suivre, modulo le crédit évidemment et l'emprunt qui va venir jouer sur la valeur de réalisation, mais ça permet de suivre ces éléments. Et je vais vous donner un fonds, par exemple, où on a attiré l'attention de tous nos abonnés dès l'année dernière. On avait par exemple PFO, qui était dans une situation où c'était assez paradoxal, puisqu'en fait, les informations 2019 nous disaient que la valeur comptable, alors que la capacité, l'exposition à l'emprunt était constante, la valeur comptable était passée au-dessus de la valeur de réalisation. Et en fait, en cours d'année, au début de cette année, l'AMF a attiré l'attention et a condamné Perial parce qu'en fait, il y avait un problème dans leurs évaluations de patrimonial et ça se retrouvait effectivement dans cette valeur comptable qui était un peu, où il y avait une décorrélation de l'un avec l'autre.